Nouvel épisode d'Échange authentique, le podcast sur l'apprentissage à l'âge adulte et je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Sébastien Jacques Morin. Bonjour Sébastien, comment vas-tu? Salut, comment tu vas? Moi, ça va très bien en tout cas. Très belle journée, tout ça. Écoute, bon, c'est génial. Tu es à Istanbul, c'est ça? Alors non, je suis pas à Istanbul, Ah, bon, je suis tiens, en Bretagne, je suis à Rennes, je suis un Rennais. bien. Voilà, et entre deux voyages, parce que là, je vais repartir, alors pas à Istanbul, mais à Milan. Et puis après, je vais aller à Istanbul directement, mais là, je suis à Rennes. Bon, allez, trêve de, trêve de bavardage. Commençons par le plus simple ou le plus compliqué peut-être pour toi. Peux-tu te présenter, Sébastien? Ouais, bah, très simplement, alors qu'est-ce que je peux dire? Parce que souvent, c'est pas qu'est-ce que je peux dire, mais c'est comment je peux faire court. Parce que ça peut prendre Tu as beaucoup de le temps. temps, on n'est pas pressé. Ah, mais si je devrais faire une petite synthèse et tout ça, c'est quoi? Bah, je suis breton, moi, voilà, parce que je suis fier de ma Bretagne déjà. Et souvent, c'est ce que j'aime dire aussi, c'est que moi, je viens d'une toute petite ville. Alors, ça, à la limite, on s'en fout un peu, mais parce que ça a de l'importance pour après. Mais moi, je viens d'une petite ville de 5000 habitants et je suis un passionné de basket. Et en fait, ma passion m'a amené un petit peu aux quatre coins du monde, parce que j'ai un peu cette chance, on va dire, d'avoir tout connu un peu dans le basket, dans le monde de la préparation physique. Alors, je suis dans la préparation physique, même si j'aime pas m'appeler préparateur physique. Ça, on pourra en revenir On en éventuellement. reparlera, ouais. Voilà. Mais en fait, ça m'a permis, moi, de travailler avec des clubs professionnels parce que j'ai travaillé avec Cholet Basket, qui a été Mhm. un peu mon tremplin, moi, pendant 5 6 ans. On a fini avec le titre de champion en 2010, champion de France. Et puis, pendant ces années Choletaises aussi, on a formé 4 jeunes qui sont partis en NBA. Donc ça a été un gros plus pour moi parce que bah, la NBA, à mon nez, s'est dit, bah, qu'est-ce qui se passe du côté de Cholet? Alors, je te parle de ça entre 2006 et 2010. Donc, bien sûr, le succès des gamins de l'époque, c'est pas que moi, c'est pas Sébastien Morin, c'est aussi Jean-François Martin, qui est un expert reconnu Oui, dans le information, basket oui. pour la formation et tout ça. Mm. Mais aussi Herman Kunter qui avait lancé ces jeunes aussi au niveau pro, parce que bah, des fois, on ne lance pas les jeunes quand on est au niveau professionnel et tout ça. Mais en attendant, voilà, la NBA s'est intéressée à ça. Et puis bah, moi, j'ai eu des connexions avec les San Antonio Spurs qui avait le préparateur physique historique qui était Mike Brongard, je l'avais rencontré en fait à Paris. Alors souvent c'est ce que je dis, bah, il a beaucoup de mérite parce que mon anglais à l'époque était pas, était pas génial quand même. Mais voilà, il a pris du temps pour me connaître, à échanger au niveau philosophie et tout ça. Et puis bah, j'ai fait le grand saut en 2010. J'ai fait le grand saut aux États-Unis, alors j'avais rien du tout là-bas. Je suis parti après le titre. Je me suis dit, c'est l'occasion, j'ai les contacts aux Spurs. Est-ce que ça se refuse ou pas? Voilà. Mm. Donc je suis Je parti. De crois toute qu'on en façon, reparlera aussi, mais enfin bon, je dis dis bon, pas si non ça quand t'es dans marche le pas, au basket. pire, je reviendrai, quoi. De toute façon, c'est pas très grave. Et puis au final, en même temps, bah, il y a un joueur qui s'appelle Kevin Serafin qui était à Washington, qui venait juste d'être drafté et qui était blessé au genou, lui, avec des gros problèmes d'intégration dans ce monde à part qu'est la NBA, qui m'a appelé en fait, qui m'a dit, bah, Seb, est-ce que ça te dit de venir 10 jours, 2 semaines, un truc comme ça, à Washington pour m'aider un peu, quoi. Je dis, bah ouais, carrément. Puis bah, ça s'est transformé en 8 ans. Alors, 8 ans où là, bah, voilà, j'ai accompagné le joueur, je l'ai managé, on va même dire, sur tous les aspects de la performance. Alors, il faut savoir qu'en NBA, normalement, un joueur, c'est la moyenne à peu près, c'est 4 ans, je crois, où un Mm. joueur reste en NBA. Nous, on est quand même resté 8 ans, donc ça, c'est un petit succès qu'on peut avoir. Et on a fait Washington Wizards pendant 5 6 ans, on a fait New York Knicks, les fameux New York Knicks Mm. pendant un an, et puis bah, un peu plus difficile, les Indiana Pacers. Difficile sur un plan parce que Indiana, c'est Indianapolis, bah, c'est pas New York et c'est pas Washington, c'est sûr. Et puis on était aussi dans un fin de cycle avec Kevin, et je Ouais. pense dans la relationnelle, parce que ça faisait beaucoup d'années qu'on était ensemble, ça faisait 12 ou 13 ans qu'on était ensemble, parce que je l'ai connu quand il avait 15 ans. Donc voilà, et puis après, bah, ça m'a permis aussi, après je suis revenu en Europe, j'ai fait du consulting pour Galatasaray, Istanbul. Voilà, et puis après, j'ai retrouvé un ancien joueur, Rodrigue Bobois, qui était de nouveau blessé, parce qu'on sait qu'il est sujet aux blessures, Mm. qui m'a dit, bah écoute, moi à 30 ans, là, j'ai besoin de toi, ou alors ma carrière s'arrête, quoi. En gros, c'était un peu ça. Et puis, bah, c'est un peu la même histoire que Kevin, hein, tu vois, 5 6 ans plus tard, je suis toujours avec. Donc, on travaille toujours ensemble. Et il est plus blessé, donc ça, c'est génial. Bon, ça c'est bien. Voilà. Et puis après, il y a d'autres joueurs qui se sont greffés à ce projet-là parce que j'ai voulu travailler sur comment je peux gérer les joueurs, à la différence de Kevin où j'étais 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 avec lui. Ouais. Là, ma question, c'était est-ce que je peux faire la même chose, mais avec plus de joueurs
et à des endroits différents, mais sans que ça entrave ma vie aussi à moi. Parce que bah, Important. j'ai envie de vivre quand même, hein. Ouais, Voilà. ça se comprend. Et en fait, j'ai travaillé sur tout un concept d'engagement avec l'athlète. Voilà, et puis après, ça m'a aussi, comme je t'ai dit, j'ai fait des clubs, j'ai fait du coaching privé, j'ai fait du consulting et j'ai même eu une expérience en sélection nationale avec la Tunisie pour la Mm. qualification de la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde. Donc voilà, voilà où j'en suis, voilà qui je suis. Génial. Bah écoute, on va retracer tout ça, puisque tu as fait le teaser là, voilà, et on va retracer tout ça, puis on va regarder justement en même temps ton évolution. Comme je te l'ai dit, on va redémarrer à la petite enfance. Donc, Parle-nous de Sébastien et de ton rapport à l'apprentissage. T'étais quel élève et comment ça fonctionnait pour toi à l'école? alors après, dans l'apprentissage, moi j'avais deux branches quelque part, parce que j'avais la branche école et puis j'avais la Oui, branche sport associatif. bien sûr. Euh, Moi, à l'école, si tu veux, j'étais typiquement le gamin dont tout le monde attendait plus. Et moi, je me contentais de ce qu'il fallait faire. Tu Ça me vois, parle, ça. le 10,5 de moyenne ou le 11 de moyenne, quoi. Tu vois, alors les profs me disaient, ah, mais tu pourrais faire mieux, machin. Je dis, oui, oui, c'est vrai, ouais. Mais voilà, je me contentais de ça. Donc, j'étais pas un élève perturbateur non plus. En général, alors j'ai des souvenirs que j'ai, hein, mais en fait, j'ai toujours été pote. Je suis toujours devenu pote avec les profs. Ouais. C'est-à-dire très accessible. Tu vois, j'ai jamais été quelqu'un qui était dans la méchanceté, la violence ou des trucs comme ça. Et puis j'étais plutôt quelqu'un qui mettait une bonne ambiance dans les cours, quoi. Et puis bah, à côté de ça, la partie associative, où bah, j'étais un jeune, moi, qui était dans le basket, hein, tu vois, il n'y a pas de mystère, parce que issu d'une famille de basketteurs, etc. Et puis bah, j'ai fait mes classes en sélection départementale, sélection régionale, des cadets minime région, cadets France, etc. Tu vois, La filière. voilà la filière. Et puis bah là, en fait, j'étais bah, quelqu'un qui aimait le basket, qui était passionné. Je pense que j'avais une facilité à reproduire pas mal de gestes, Mm, à m'approprier des gestes en tout cas. C'est-à-dire qu'on m'amenait des gestes techniques et j'arrivais à les réaliser assez facilement parce que je pense que je suis quelqu'un de très visuel. Et mm, on peut faire ce rapport-là aussi du coup avec les cours également. C'est-à-dire que moi, tu vois, en cours, j'avais pas forcément besoin de retravailler chez moi parce que moi, les cours me suffisaient parce que je voyais les choses en fait. Et un autre facteur que j'avais, parce que souvent ça fait rire les gens, mais je trouve que c'est une super technique, en tout cas moi, c'était ma technique, mais je me créais des films avec le contenu des séances, des cours en fait. Et parce que les films, on les retient souvent. Les chansons, on les retient aussi. bien sûr. Pourquoi pas se dire que si on imagine un cours et qu'on se fait une histoire du cours, du contenu dans sa tête, eh ben, on retient un peu plus facilement. Et c'était un peu comme ça que moi, je m'organisais, en fait. Super, super. C'est une très très bonne façon hein, pour en mémorisation. On appelle ça aussi la méthode des lieux, qui est de se visualiser justement un déplacement. Et voilà, donc c'est quelque Mm. chose qui existe et c'est top pour apprendre. Et effectivement, Ouais. beaucoup Et dans le j'utilise ça comme sport, de ça. toute façon, c'est un peu ça aussi, c'est de la visualisation. C'est quoi le terme déjà exact? Je ne sais plus, mais ouais, ça, c'est de la visualisation. Oui, Donc, oui. imaginer, répéter ses gestes dans sa tête et les reproduire et tout ça pour avoir un potentiel gain ensuite dans l'exécution, quoi. Donc, je pense que tu vois, c'est pour ça que je disais qu'il y a deux apprentissages, mais je pense que le sport amène beaucoup de choses aussi dans la vie de tous les jours. Et la vie de tous les jours amène des choses dans le sport, forcément, et on retrouve des éléments, quoi. Très bien, parfait. Alors, on va essayer d'avancer un peu rapidement. Tu fais ton petit cursus de basket, etc. Et puis finalement, le basket devient, j'ai pas envie de dire secondaire, mais devient plus un support pour la partie préparation physique, voire je dirais même préparation mentale. Comment Mhm. tu t'orientes d'abord vers la prépa physique dans un premier temps? Qu'est-ce qui t'amène vers ça? Alors, je vais parler d'un temps que les jeunes ont constamment. Ouais, on est vieux, désolé. Ouais, bah ouais, mais non, parce que je dis ça à chaque fois, parce qu'en fait, ça n'existait pas, la prépa physique. Bah Quand oui. j'ai commencé, alors c'est encore le plus gros délire, quoi, c'est que, en fait, c'est venu de quoi? C'est que moi, j'étais au port de la Nationale 3, j'avais mon bagage technique, j'avais tout, mais c'est vrai que j'avais un déficit physique et athlétique. J'étais un peu maigre, un peu, tu vois. Donc, je me faisais balloter contre des seniors, quoi, hein. Hmm. Et j'arrivais pas à exploiter en fait mon potentiel que je pouvais avoir. Et j'avais un pote qui avait une salle de muscu. À l'époque où je te parle de salle de muscu, on est encore à l'heure où on parle de bodybuilding ou des trucs comme ça, hein. Et il me dit, bah, viens soulever un peu de fonte cet été, ça va te faire du bien. Et puis en effet, j'avais dû prendre 5-6 kilos de muscle. Et puis bah, le jeu s'est transformé aussi, quoi. J'étais devenu beaucoup plus agressif et tout ça. Et puis parallèlement, en fait, il y avait
un club de basket qui m'avait proposé, alors qu'il devait fermer, parce qu'il n'y avait pas assez de gens et tout ça, et qui m'avait dit, bah, est-ce que tu veux entraîner le peu d'équipes qui restent? Et j'avais dit, bah ouais, carrément. Mais en fait, pourquoi je te parle de ça? Parce que le jour où j'ai accepté de devenir entraîneur de basket, j'ai plus la flamme de joueur. Donc c'est ça en fait, c'est que je suis passé de l'autre côté et Mhm. je suis beaucoup plus allé vers l'entraînement que vers le basket, car j'avais que 25 ans quand j'ai arrêté, ou 24 ans, et tout le monde a été choqué, parce que tout le monde s'imaginait que j'allais jouer jusqu'à 50 ans. Et en fait, je pouvais plus. J'avais plus de passion, mais du jour au lendemain, j'ai plus de passion pour jouer, Mhm. mais par contre, la passion pour entraîner. Et donc, le fait d'entraîner du basket comme ça, et puis à côté de se dire, bah tiens, cet élément de préparation, pas de préparation physique, de musculation, m'a amené quelque chose. Et en même temps, il y a des choses qui m'énervent, parce que moi, ça m'énerve quand j'arrive dans une saison et qu'on me dise qu'il faut que j'aille courir un 10 km, Ouais, 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 ouais. et que je suis J'en sanctionné parce connais. que je n'y arrive pas, alors que le basket, on ne fait pas ça. Alors, où est-ce qu'elle est la vérité? Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé, en fait, Mhm. à me poser des questions sur la prépa physique, aller chercher des informations à droite à gauche, parce que comme je disais, il n'y a pas forcément de diplôme là-dessus, ou alors c'était un peu difficile à atteindre. Et puis j'ai avancé comme ça, voilà. Super. Et là, tu arrives à Cholet. Ouais, je fais vite, hein. Ouais, donc là, je passe quand même alors il y a quand même un Oui, quand tu diplôme passes diplôme, quand même. Voilà, ouais, il voilà, y a tu quand fais même le quelques études diplôme, tu vois, là-dessus. alors c'était l'anciennement l'ACUMES, et puis après, ils avaient transformé ça en brevet d'État, Ouais. où on travaillait beaucoup sur l'haltérophilie et tout ça. Et donc moi j'ai eu ce BE-là, ce brevet d'État-là. Et puis en fait à Cholet, ils voulaient lancer une formation de préparateur physique, justement spécialisée dans le Mhm. basket. Et au dernier moment, ça a capoté. Ça n'a pas pu le faire pour X raisons, problème de subvention, je sais pas quoi, peu importe. Mhm. Et ça a été pour moi ce que je l'attendais, cette formation-là. Et ça a été un peu pour moi un coup. Donc je me suis dit, bah non, non, contacte le général manager et puis tu lui prouves quoi, que tu peux. Donc, en fait, en 2005 ou 2006, je m'adresse à Thierry Chevrier, pour ceux qui suivent un peu le basket. Mhm. Et je dis, voilà, moi, je veux te montrer ce que je suis capable de faire pendant un an. Fais-moi confiance et tout ça. Et puis, bah, au bout d'un an, en fait, ce sont même les joueurs qui sont allés voir Thierry et qui lui ont dit, non, on voit vraiment qu'il y a quand même beaucoup plus de sérieux que ce qu'on fait à l'heure actuelle. On a besoin d'un mec à temps plein, on a besoin de quelqu'un comme Seb qui nous aide, nanana, qui met en place des choses. Et puis, bah, voilà, Mhm. l'histoire est partie comme ça, quoi. Et c'était un des premiers clubs en France, hein, je crois, à avoir un préparateur physique, non? Ouais, ouais, il n'y Je... avait pas 36. Alors, il y avait Franck Kuhn à l'époque, pour ceux qui connaissent Oui, un peu dans le basket. Strasbourg. Ouais, Strasbourg, voilà, mais c'était Mhm. pas un temps plein. Franck, il avait en plus des tâches à côté. Je crois qu'il y en avait un autre, certainement Fabrice Serrano, qui devait déjà être par là. À Bourg-en-Bresse, oui, Mais je crois qu'il probablement. était Ouais, déjà ouais. entraîneur, hein. Il était plus Ouais. entraîneur que prépa physique. Donc, c'était un peu ce truc-là de double, voire triple casquette. Mais ouais, quand Cholet m'a proposé le job à temps plein, j'étais le premier préparateur physique, du coup, en France, en basket pro, à avoir ce statut-là, quoi. Génial. Qu'est-ce que ça fait de bosser avec ces quatre futurs stars et d'autres que sont donc Kevin Séraphin, Rodrigue Beaubois, Rudy Gobert, bien sûr, et Nando De Colo, Et Nando pour De ceux qui Colo, suivent ouais. le basket. Ouais, ouais. Bah écoute, j'ai été moins impressionné par eux parce que ça restait des prospects en fait, Ouais. que d'avoir eu la chance de commencer ma première saison en tant que préparateur physique avec la dernière saison de Jim Bilba. Parce que Jim Bilba, moi, c'était un mec que Ah, j'avais en poster dans ouais. ma chambre. Moi aussi. Moi Et aussi. voilà, trampoline Bilba, tu vois. Ouais. Et ma première année, moi, c'est sa dernière année. Et j'étais beaucoup plus impressionné par ça, en fait. Et on a longtemps discuté sur cette année-là, justement. Il m'avait apporté beaucoup d'éléments et rassuré Mm, sur beaucoup de choses, hein. On connaît Jim, c'est un gentleman et tout ça. mm. Et quant aux jeunes, en fait, ce qui est super intéressant, bah, c'est de voir au moment où ils explosent. Parce Oui. qu'ils explosent pas tous tout de suite, hein. Pour Nando, ça a été compliqué aussi. Kevin, à un moment donné, il était à deux doigts d'être viré de Cholet, hein. C'était pas évident. Il savait pas jouer au basket, mais vraiment pas, Mm. hein. Tu le mettais sous un panier, tu lui demandais un hook, Ouais, c'était il en dur. faisait 1 sur 20, et puis tu en as 19 qui arrivaient dans les tribunes. Voilà. Et alors, t'as Rodrigue, lui, c'est différent. Lui, Rodrigue, c'est le talent Ouais. pur. Donc, dès qu'il est arrivé, on a dit, bon, bah, lui, il est différent, ok. Et puis, bah, Rudy, c'était impressionnant par sa taille, forcément, et son envergure et tout ça. Mm. Mais pareil, des gros problèmes au niveau bah, apprentissage biomécanique, au niveau de la course, au niveau de beaucoup de choses, parce que bah, il faut les maîtriser, ces segments-là. Mais ce qui est intéressant avec ces jeunes-là, c'est de voir le moment où ils ont explosé, quoi. Et est-ce qu'on le voit déjà à l'époque? Est-ce qu'on voit qu'ils vont
faire quelque chose? Alors tu me dis non, à ce moment-là, c'était difficile, mais est-ce qu'assez rapidement, quand même, on s'est aperçu qu'il y avait un potentiel derrière ou pas du tout? Rodrigue, oui, Ouais. clairement. Alors, je peux faire le profil de chacun qui est assez simple. C'est-à-dire, Ouais, Rodrigue on va. Ouais. était très talentueux, mais on Hmm. avait cette question de fragilité Ouais. physique déjà à l'époque. Et puis, il est arrivé tard au centre de formation. Il est arrivé à 17 ans. Normalement, c'est plus quand même 13, 14 ans et tout ça. Là, lui, il était quand même arrivé à 17 ans. Donc, c'était est-ce que il y a assez de temps pour en faire quelque chose? Parce que ça va Mhm. très, très vite hein, pour les gens qui ne connaissent pas dans le sport de haut niveau et tout ça. Mais à 17, 18 ans, tu es déjà repéré, quoi. Les jeux sont Hmm. déjà faits, quoi. Quasiment. Tu vas, Ouais. tu vas pas être repéré à 21 ans, ça n'intéresse plus les gens, quoi. Donc, bien sûr, tu peux devenir professionnel, mais là, on parle de NBA et tout ça. Nando, on voyait, hein, c'était un bosseur, on voyait le talent du gamin, on voyait, maintenant, c'était l'opportunité de montrer ce talent-là. Et c'est ça, quand il y a eu ce changement de coach et qu'Herman Kunter est arrivé, il a donné les Hmm. cartes aux joueurs, et c'est là, bah, on a vu toute sa classe. Malgré le fait qu'il avait que 18 ans ou 19 ans. Il a complètement explosé. Pour ceux qui se rappellent, cette année-là, c'était 2007 maintenant, je crois, où c'est le gamin et il est la star du championnat, quoi. Donc, avec une maturité de jeu, une maturité d'entraînement, une maturité dans tout. Donc, on savait que ça allait exploser, que ça allait devenir un très grand joueur. La question, c'était est-ce qu'il est taillé pour la NBA ou pour l'Euroleague? Parce On le qu'après, sait maintenant. c'est des styles de jeu. Ouais, c'est des styles de jeu. Kevin, honnêtement, Kevin, c'est incroyable. Alors, c'est celui que je connais le plus parce que j'ai Bien beaucoup passé sûr. de temps avec lui. Mais Kevin, c'est incroyable parce que on donnait pas. Il avait un potentiel génétique incroyable. Voilà, il avait un potentiel génétique incroyable. Mais tout le reste, c'était zéro. Basket, comportement, tout ce que tu veux, c'était pas génial, hein. Mais il y a eu un déclic chez lui. Et ce déclic-là Hmm. qu'il a eu, parce que pour en avoir beaucoup parlé avec lui, en fait, et c'est ça qui est génial, c'est que, tu sais, on avait donc l'équipe professionnelle, le centre de formation. Et moi, à l'époque aussi, pour le plaisir et tout ça, je m'occupais de l'équipe amateur, les seniors régions de Cholet Basket. Donc rien à voir avec la NBA et tout ça, hein. Mais quand il y avait des jeunes qui avaient un peu de mal en centre de formation, on leur disait de venir un petit peu jouer en senior région. Et en fait, en senior région, moi, je l'avais responsabilisé dans ses perfs. C'est-à-dire, je lui avais dit, tu peux tirer, d'accord, tu vas prendre un ou deux shoots, pas plus. Par contre, tu pourras en prendre trois, quatre quand tu arrêteras de perdre, quand tu auras moins de 5 ballons perdus, par exemple, et que tu prendras 6 rebonds. Si tu me remplis ces deux objectifs-là, je te donne un peu plus de crédit. Et on a avancé comme ça. Et en fait, ça lui a permis de prendre confiance en lui, tout simplement. Parce que souvent, le déclic vient de là, en fait. La Hmm. confiance amène la performance amène bah, le plaisir et la passion et ce côté compétiteur et de challenge, et je veux encore plus, jusqu'où je peux aller. Et puis un été, il est parti en Guyane, il est revenu, c'était un joueur complètement différent qui, du coup, était voué à la NBA directement, quoi. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. Et puis bah, Rudy, c'est, comme je disais, c'est des longs C. Bah, c'est quelqu'un qui est grand, hein, donc Ah bah oui, oui, 2,15 m, qui est grand. 2,18 m peut-être même, voilà, ouais. Voilà, on savait aussi qu'à travers la génétique et tout ça, familial, on savait que ça allait devenir quelqu'un de Ouais. costaud, parce qu'à Oui. l'époque, ceux qui connaissent pas Rudy était comme ça, hein, Ouais. Et, mais jusqu'où il peut jouer, parce qu'on en a vu des joueurs comme ça. Après, c'est toujours Hmm. pareil. Je pense que Rudy, on voyait qu'il y avait des choses, mais jusqu'aller là où il est à l'heure actuelle, je pense pas que grand monde l'imaginait, Ouais. sauf lui. C'est important. Ouais, parce que là, on me donne mon avis, mais je pense que ces quatre gamins-là qu'on est en train de parler, eux, ils avaient tous en tête Ouais, qu'ils allaient y arriver. ça c'est intéressant, c'est intéressant ça. Alors on va avancer un petit peu, l'histoire de Cholet, tu nous l'as raconté un petit peu au début, se termine, et tu as cette opportunité d'aller à San Antonio. Euh, le rêve, non? Ou Ouais, ouais. pas? En fait, ouais, parce que je suis encore à Cholet et le mec des Spurs m'appelle, il me dit, ouais, est-ce que ça te dit de venir pendant une semaine voir les Spurs et tout ça en 2009? Bien sûr, j'ai dit non. Laisse-moi réfléchir. Voilà, donc non, j'ai foncé. Et puis en plus, tu avais Rodrigue, qui est Bobois, qui était déjà à Oui. Dallas. C'était en fait le truc. Et je dis, ouais, je me fais un trip, c'est bon. Il n'y aura plus d'argent à la fin du mois, mais c'est pas très grave, quoi. Je vais rebondir. Et donc, je suis allé là-bas, et puis, bah ouais, c'est une claque. C'est une claque parce que, alors là, moi, je passe de Cholet à San Antonio, même si San Antonio, c'est pas le plus gros marché, mais ça reste les États-Unis, ça reste la NBA. Je rentre dans un grand complexe où il y a deux agents de sécurité devant la porte, où j'ai pas le droit d'avoir mon téléphone pour prendre des photos et trucs comme ça. Donc, j'ai Eh aucun ouais, ouais. souvenir quelque part, de ce moment-là. C'est juste dans ma tête.
Et puis bah là, les installations, quoi. Les installations qui sont complètement folles. C'était quoi? Trois terrains de parquet d'entraînement. C'était une salle de préparation physique et de performance qui était incroyable. C'était trois préparateurs physiques. C'était une organisation stricte. Donc là, on se prend plein de trucs, quoi. Et puis je vois aussi une certaine organisation. C'est intéressant parce que je l'ai ensuite, quand je suis revenu à Cholet, j'en ai parlé avec Herman, le coach, Mhm. et donc Jim Bilbao qui était passé assistant. Et je dis, tu vois, les échauffements, on fait toujours à peu près la même chose au niveau basket. Pourquoi on n'intégrerait pas de la préparation physique dans les échauffements? Maintenant, c'est devenu commun, ce truc-là. Ouais, ouais. Mais à l'époque, c'était un truc, ça se faisait pas, quoi. C'était une prise de risque, hein, quasiment, quoi. Et Herman, tout de suite, comme il a tout le temps fait avec moi, vas-y, Sébastien, avec sa voix, là. Et il fait, vas-y, vas-y, très bonne idée. Et puis bah, ça a amené une super dynamique parce que on cassait des routines en fait. Et puis on partait de ce principe-là où même 15-20 minutes, c'est peut-être pas beaucoup, mais tous les jours, ou en tout cas plus régulièrement, bah, à la fin de l'année, tu as un bloc de je sais pas combien d'heures où on a pu travailler là-dessus. Donc voilà, c'était ça intéressant. On va parler de ton expérience perso. Tu nous disais, mon anglais était pas terrible. Euh, Comment on progresse en anglais là quand on arrive à San Antonio? Alors effectivement, c'était pour l'instant c'était un petit stage, hein, c'est ça? Ça n'a pas duré très très longtemps cette Ah, expérience à San Antonio. c'était même pas un stage, ouais, c'était C'est une une visite invitation. quoi. Donc je suis resté quoi, 10 jours, une semaine, tu vois. Ouais, Et alors moi j'étais plus à Houston en plus. Donc d'accord. j'étais logé sur Houston et j'allais à San Antonio. Alors, l'organisation quoi. Mais ça reste génial hein, parce que j'ai toujours ce souvenir d'écouter Pearl Jam sur la route Houston San Antonio parce que je l'ai fait cet été. Et cet été, ça m'a rappelé des souvenirs qui sont incroyables. Et, euh, et donc la question c'était est-ce que je suis Oui, je parti? disais l'apprentissage, parce que l'apprentissage notamment de l'anglais, alors peut-être pas Ouais, forcément dans l'expérience San Antonio, mais peut-être plus dans l'expérience après à Washington avec Kevin, quoi. Mais comment tu t'y mets? Qu'est-ce qui fait que tu progresses aussi? C'est toujours intéressant. Bon, alors bien sûr, l'immersion, c'est un plus. c'est Mais ça. C'est ça, ouais. Bon, mon anglais, moi, n'était pas non plus de zéro, parce que j'ai quand même suivi un parcours scolaire, mais on sait très bien que l'anglais scolaire et l'anglais de la vie de tous les jours, et en plus aux États-Unis, est différent. hmm, Donc, en fait, j'arrive là-bas, bah, je ne sais pas trop parler, si ce n'est Hello, how are you? Good. c'est C'est bien déjà. Voilà, c'est simple-là. Mais comme tu dis, en fait, c'est le fait de vivre en permanence là-bas, de regarder la télévision, d'essayer d'écouter de la musique et de repérer des mouvements, Hmm, des moments qui revenaient régulièrement, des mots. Et puis, en fait, j'ai un pote, j'avais fait connaissance d'un pote là-bas, Alexandre, qui a eu une phrase pour moi, parce que tu sais, quand on arrive dans un pays comme ça et qu'on ne maîtrise pas forcément, on n'ose pas. hmm. On a peur de passer un peu pour un con, quoi. On a peur que les gens se rigolent de nous, on a peur de tout ça, et ça, c'est tout le monde. Et en fait, moi, Alex, il me dit un truc qui m'a complètement changé dans mon esprit. Il me dit, Seb, n'hésite pas, parce qu'aux États-Unis, personne parle correctement anglais. C'est plein de cultures, en fait, qui viennent de partout et qui ont le même problème que toi, au final. Hmm. Donc, ils sont ils vont comprendre, quoi. Ils vont chercher à vouloir te comprendre. Voilà. Et bah ça m'a fait du bien. Et du coup, après, bah, j'ai pas arrêté de parler, rencontrer des gens, faire des soirées, des choses comme ça pour juste discuter. Juste discuter. Et puis, bah, c'est comme ça que j'ai progressé en anglais. C'est génial, c'est génial. Et arrive l'aventure donc avec Kevin où tu nous le dis, tu pars pour 2 semaines, tu restes 8 ans. Voilà. Euh, qu'est-ce que je vais pas te demander qu'est-ce qu'on apprend dans cette période, mais est-ce que tu as des points importants, des choses dans ta vie pro, voire peut-être même dans ta vie perso, dont tu te souviens qui ont été des vrais apprentissages dans cette expérience? Ah bah, clairement, la vie perso d'assaut pendant ce moment-là, cette période-là, il n'y en avait quasiment pas. Euh, Au moins, c'est parce- réglé. ouais, parce qu'en fait, je vivais un rêve complètement fou et je Ouais. voulais profiter de ce rêve-là, en fait. C'était vraiment. Non, je ne veux pas cracher sur la NBA, c'est clair et net. Je vais la bouffer et je vais essayer de tout prendre, quoi. Mais après, ça a été en fait un apprentissage de, de tous les jours, parce Mm, que déjà, là, je passais d'un autre côté. C'est-à-dire que jusque-là, je faisais partie d'un staff, avec la vision d'un staff. Maintenant, j'étais du côté du joueur. Et je voyais le quotidien du joueur et je voyais les difficultés du joueur. Et aussi cet autre facteur où je n'avais pas de décision, quoi qu'il arrive, je n'avais pas c'est pas moi qui allais demander le temps de jeu de Kevin ou un truc comme ça. Donc on subissait ou on subissait pas, mais j'étais pas le boss de plein de parties, quoi. Et c'est ça qui a été dur pour moi en NBA. Parce que la NBA, c'est pas se dire,
si tu joues pas, tu es mauvais. C'est vraiment pas ça. C'est tout le monde est bon là-bas. Tout le monde Il y est a bon. d'autres C'est facteurs, juste une ouais. ligue d'opportunités. Et c'est la vérité. Et c'est tout le temps comme ça, en fait. Il faut vraiment être prêt à n'importe quel moment. Parce qu'à n'importe quel moment, ça peut être le match qui va te lancer ou pas. Malgré le fait que ça fait 4 mois que tu n'as pas joué. Mm. Et là, il faut vraiment avoir une force mentale de la part du joueur, mais du coup aussi de son entourage, parce qu'il y a beaucoup de frustration quand un joueur ne joue pas, c'est frustrant. Quoi qu'il arrive, il n'y a personne qui est heureux. Il n'y a pas un joueur qui est heureux quand il joue pas. Mais bah, il fallait quand même avoir cette rigueur et de dire, on travaille pour le moment où ça va arriver, quoi. Quand est-ce qu'il va arriver, je ne sais pas, mais on va travailler là-dessus. Et à partir de là, comme je disais, ça a été beaucoup d'apprentissage parce qu'il y a plein de problématiques qui arrivent dont je ne maîtrisais pas forcément les sujets, parce qu'à l'époque, j'étais juste préparateur, pas juste, j'étais préparateur physique, c'est pour ça la notion que j'aime plus maintenant qu'on me dit ça. Voilà. C'est cette notion un peu juste muscu. Tu fais de la muscu Mm. avec les gars, quoi. Voilà. Bah, à l'époque, c'était ça. Et puis, pendant ces 8 ans en NBA, en fait, j'ai dû développer d'autres compétences, notamment sur bah, l'approche mentale, l'approche psychologique. J'ai dû avoir des approches également au niveau nutrition, au niveau psycho, j'en ai déjà parlé, mais au niveau comment gérer tout cet entourage, comment gérer ce monde-là, en fait, pour que le joueur soit dans les meilleures conditions, essayer de faire des rapports, essayer de faire comprendre, parce qu'après, tu peux réaliser des choses, mais il faut que le joueur il comprenne aussi, toi, dans quel sens tu veux Bien aller. sûr. Quand tu disais, bah, le sommeil n'est pas forcément au top, optimal, mais on est aussi dans une période où, parce que maintenant, on est tous connectés, je suis le premier à Ouais, utiliser ça. ouais, C'est vrai qu'il n'y avait pas ça, hein, bah, il fallait quand même, voilà, il fallait trouver des astuces pour faire comprendre aux joueurs que le sommeil, bah, c'est important, qu'il fallait qu'on arrive à traquer, qu'il y ait une régularité, mettre des routines, le garder concentré tout le temps, demander une exigence malgré le fait qu'il y ait du temps de jeu ou pas de temps de jeu. Donc, en gros, on ne se souciait pas du résultat, mais on se Mm. concentrait sur nous, quoi. Et ça a été Oui, ça, c'était ça la chose, quoi. c'est en plus un jeune joueur. On est d'accord, Kevin arrive, il a quoi, 21, 22 ans, 23 Ouais, peut-être ouais, grand max, soit. attends, 20 ans. Et voilà, ouais. Quand il Ça arrive, aussi. il a 20 ans. Ouais. Et, et après, on n'a pas parlé d'autre chose, mais tu as l'apprentissage de l'environnement dans la ville où tu es. Et oui. Parce que Washington, c'est cool. Ça va. C'est cool. Quand tu arrives au New York Knicks, là, c'est la jungle. Là, c'est la jungle où tu te dis, ah ouais, on est encore dans un autre niveau là. Donc, mais ça, il faut le prendre en considération, quoi. Et d'ailleurs, l'année des Knicks, Kevin a cette maturité quelque part de dire, parce que moi, à Washington, comme je disais, je vivais avec Kevin et je voyais tous les matchs à domicile. Mm. Voilà, mais je ne faisais pas les déplacements. Et à New York, il me dit, tu me suis partout. Tu me suis partout parce que quand on est un X, tout est différent. Donc, il Mm. y a des sollicitations partout, externes et tout ça. Et il faut vraiment qu'on gère ça, que je reste focus sur mon basket et compagnie. Et c'est une année qui n'a pas été simple parce que c'est la seule année où Kevin est un gros bosseur. Sur les 13 ans que j'ai bossé avec lui, on a toujours bien bossé. L'été avant de signer au Knicks, c'est le seul été où il bosse pas. Mm. Il bosse pas pour des raisons externes, voilà, et qui l'impacte mentalement et du coup qui le dévie un petit peu de son objectif. Donc quand on arrive au Knicks, il n'est pas en condition physique qu'il devrait être normalement. Et en plus, cette année-là, si tu te rappelles bien, parce qu'on vient malheureusement de recélébrer tout ça, mais en tant qu'expat, je me rappelle énormément, c'est qu'on a eu toute la série Le d'attentats. septembre. Ouais. Mm. Et moi, j'avais mon frère qui était sur Paris, et, dans des points un peu chauds et tout ça. Donc, tout ça à gérer, tu vois, tout cet environnement-là, Mm. ouais, il fallait être quand même costaud pour rester concentré et faire ce que tu devais faire, quoi. Ouais, puis la vie new-yorkaise est particulière, je suppose aussi, par rapport à la vie tranquille de Washington. Alors, ouais, la vie new-yorkaise, alors, bizarrement, moi, je ne l'ai pas autant exploité que j'aurais voulu, parce que j'ai fait tous les déplacements. Et c'est là que je me suis rendu compte que la vie d'un joueur NBA, Ouais, c'est quelque chose, hein. C'est vraiment quelque chose, parce que moi, à la fin de cette année-là, de cette saison-là, j'ai fini, mais malade d'épuisement en fait. Parce que ouais. c'est, je crois, 3 fois le tour du monde ou je sais pas quoi en 6 mois. C'est un délire total. Tu passes de New York où il fait 10 degrés, tu vas jouer à Miami, il fait 30, et 24 heures plus tard, tu es à Minnesota, il fait -15. Et c'est ça pendant Ouais, 6 mois, quoi. génial. Donc, mais ouais, New York, c'est l'année où il a été le moins performant et c'est l'année où on a eu le plus de sollicitations au niveau contrat, partenariat et tout Mm. ça.
Bon, on va avancer assez rapidement et ton retour vers l'Europe, l'accompagnement de Rodrigue. Et moi, je voudrais que tu me parles un petit peu, justement, on en a un petit peu parlé, mais de ce côté qui ne se limite pas à la préparation physique, mais aussi, justement, tu te considères comme un coach, on va dire, à 360 degrés ou un... Comment on Ouais, peut ouais. dire? Ouais, voilà. En fait, j'ai pas de nom sur, Il n'y a pas de mots, mais... j'ai pas de nom sur ce que je fais. Non, mais c'est important Mais, parce que c'est vrai que souvent dans le sport, comme tu le dis, c'est souvent limité à l'aspect physique. On en parle quand même de plus en plus de cet aspect mental. On l'a vu pendant les JO où beaucoup d'athlètes disaient merci à mon préparateur mental, etc. Et donc c'est quelque chose qui évolue en France. Comment tu vois les choses, toi, et cette évolution-là de ce monde-là? Euh, moi, je pense en fait que la performance se réduit pas, du coup, se limite pas qu'au physique, comme tu dis, mais il se limite également donc, à tout ce qui est mental, psychologique, mais également au mode de vie, à l'hygiène de vie, Mm. parce que ça, c'est ultra important, tu vois. Avec Rodrigue, ça a été, on a franchi vraiment des caps avec Rodrigue sur ça, notamment sur l'alimentation, où il n'y avait aucun problème alimentaire. C'est un pro, il mange très très bien. C'est carré, il n'y a pas de, il y a pas de choses qui débordent, mais souvent il me parlait de ces pics d'énergie. Il pouvait tomber très très bas. Et c'était très, très irrégulier, donc on a traqué le sommeil. Donc tu vois, on ne Mhm. parle pas de préparation physique là. Mais on a traqué le sommeil parce que là on avait les outils pour. Bah, il dormait bien, il dormait ce qu'il fallait en tout cas. Mais par contre, on voyait que la qualité n'était pas forcément là. Donc la quantité était là, mais pas la qualité. Et maintenant, il Mm. faut comprendre pourquoi la qualité n'est pas là. Ça peut être familial. Est-ce que ça se passe bien? Alors là, c'est des sujets qui sont très, très délicats, hein. Moi, j'évite Ouais, toujours ouais. d'aller dans ce domaine-là, mais à mon avis, il faut peut-être y aller. Non, tout allait bien. Bon, les enfants, est-ce qu'ils font leur nuit? Parce qu'il a des enfants en bas âge aussi. Donc ça rentre dans la vie d'un athlète. Non, il n'y a pas trop de problème, on s'organise bien avec ma femme et tout ça, ok. Donc voilà, on pioche un peu partout. Et c'est là où bah, on attaque ce fameux 360 degrés jusqu'au moment Mm. où on voit en fait, je dis à Rodrigue, va faire des tests d'intolérance alimentaire. Et en fait, on s'aperçoit que tout ce qu'il mangeait, qui était très bien pour un sportif de haut niveau, hein, on ne peut pas faire mieux, hein, des pâtes, des œufs, des choses comme ça, quoi, tu vois, hein, Mhm. bah, il était allergique. En fait, ça lui Au créait, il n'était pas gluten? allergique, Ouais. mais il était intolérant. Donc en fait, ça lui créait des inflammations digestives. Et lui, quand il dormait, il faisait en effet ses 8 heures, mais son corps, lui, était en train de fighter contre quelque chose, quoi. Donc tu vois, on a dû changer tout ça. Donc voilà, en fait, le truc, c'est-à-dire que je pourrais très bien me concentrer que sur l'approche prépa physique, Mm. musculation, appui, allez, éventuellement pendant une saison et tout ça. Mais en fait, si tu prends pas la globalité de l'athlète, et ben même si tu es le meilleur, même si tu le meilleur programme en prépa physique, il sera nul parce qu'il y a d'autres éléments en fait qui sont perturbateurs et qui ne vont pas optimiser tout ce programme-là, quoi. Bon, top. Tu t'es investi à 200% dans ce métier-là, et puis au bout d'un moment, tu te dis, tiens, faudrait peut-être que je vive un peu. Non, c'est Ouais, ça ce que tu m'as dit tout à l'heure. ouais, 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 Est-ce que ça coïncide avec la création de Ben Strivers ou est-ce que c'est ouais, ouais, alors c'est ça. déjà C'est tu pourras peut-être exactement ça en fait. expliquer si tu Ouais, peux expliquer un peu ce que c'est que donc ce projet que tu as ouais, décidé de créer. ouais, c'est exactement ça. C'est comme je disais, quand j'étais avec Kevin aux États-Unis, je passais 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Mm, Donc, ça a été génial parce que, comme je t'ai dit, c'était mon objectif également. Ça reste la NBA, ça reste un rêve et j'étais prêt à faire ces sacrifices-là. Mais quand je suis revenu en Europe, je me suis dit, bon, maintenant, je vieillis aussi, hein, il faut quand même que je pense un petit peu à moi, voire beaucoup à moi. Mais bah, j'ai toujours cette passion aussi de gérer des athlètes de haut niveau et je veux les accompagner. Et maintenant, la vraie question maintenant, c'est comment je peux faire, comment je peux accompagner les athlètes de haut mm, niveau tout en ayant une exigence incroyable, comme si j'étais au quotidien avec eux, parce que ça, c'est la clé, mais sans être avec eux. Voilà, et c'est là où, en fait où j'ai commencé à réfléchir à des choses et à rencontrer des personnes. Parce que la base de tout ça, en fait, c'est comment je vais engager l'athlète dans ma communication avec lui. Parce que mm, moi, je suis à Rennes, là, Rodrigue à Istanbul. Bah, comment je vais récolter ses feedbacks? Moi, je vais lui en donner. Comment je peux lui donner des informations? Comment il peut me transmettre ses informations, ses documents, plein de choses, en fait. Euh, Tout en étant libre. C'est-à-dire que je suis pas trop adepte du truc. On se donne des créneaux et puis voilà. Tu sais, avec des athlètes, ça marche jamais. Ça, c'est quand ils peuvent et quand ils ont le temps. ouais, voilà. Quand ils Voilà. se sentent. Mais il fallait qu'il y ait quelque chose qui existe, en fait, qui soit Ouais, présent. Et puis c'est là où j'ai rencontré donc une personne, un ami d'enfance, Mathieu Beucher, qui avait créé Klaxoon, qui était un outil ouais. pour améliorer les réunions d'entreprise. Donc il y avait Mhm. différents outils, une sorte de grand tableau blanc avec tu pouvais poser des questions, tu pouvais centraliser les informations, tu pouvais tout ça, mais c'était vraiment pour la réunion. Et moi je dis, mais non,
C'est C'est ce que ça. je cherche. C'est ce C'est que ça. je cherche. Et en fait, voilà, et c'est là où j'ai commencé à connecter mes joueurs là-dessus. Et en fait, eux, ils ont kiffé parce que c'est là où on va parler aussi des apprentissages et tout ça. Mais si tu veux que ton joueur, si tu veux que ça marche avec ton joueur, il faut l'engager. Et pour qu'il y ait de l'engagement, il faut qu'il y ait de la simplicité. C'est-à-dire, il faut que ça soit très, très rapide Mm. et très simple à utiliser. Si c'est complexe et tout ça, ça va marcher 2 semaines. Après, c'est bon, ça m'embête. Donc là, en fait, les joueurs ont complètement adhéré à cet outil-là. Et puis moi, j'ai intégré d'autres outils parce que l'autre question maintenant, c'était de savoir, bah ouais, mais quel état de forme il est? Parce que moi, je voyais Kevin tous les jours, mais là, Rodrigue, je ne le voyais pas forcément tous les jours. Mm. C'est là où on a des capteurs qui arrivent, qui nous permettent de voir un peu la variabilité de la fréquence cardiaque du joueur, donc de voir un peu son côté yin et yang, son sympathique et parasympathique, tout ce qui se passe Ouais. dans le système nerveux central qui permet de déterminer des phases de récupération et qui, moi, me permettent, si tu veux, même si j'ai prévu une séance un peu chargée avec le joueur, tous les jours, je peux voir dans quel état de forme il est et quel effort physique il a déjà fait dans la journée, puisqu'il est avec son club, lui, hein. Mhm. Et ça me permet d'adapter en fait mes séances. Des fois, je peux me dire, bah tiens, là, je vais quand même diminuer un peu parce qu'il y a trop, ou alors des fois, au contraire, là, on peut y aller. On peut charger, ouais. Et en fait, on optimise sa récupération, sa forme du moment, tous les jours. Est-ce que le fait de coacher à distance t'a amené quelques difficultés? Est-ce que tu as retrouvé quelques points qui pourraient être difficiles dans ce coaching à distance? Ou est-ce que finalement, bon après Rodrigue c'est quelqu'un qui bosse aussi, mais finalement est-ce que ça se fait facilement? Bah, en fait, ça se fait hyper facilement. Ça se fait même très, très, ouais, très facilement. Moi, depuis 2018 que j'ai lancé ça, on n'a vraiment eu aucun problème. En fait, tous les joueurs qui sont passés par là, parce qu'on parle de Rodrigue, mais il y a eu aussi Oui. Moerman, il y a eu Thomas Hurtel là récemment. Puis là, j'ai des jeunes aussi qui sont pas forcément sous les feux du projecteur, mais qui veulent progresser, qui veulent avoir tous ces apprentissages, ces progressions de préparation physique, mentale, et puis hygiène de vie d'un athlète de haut niveau. Et en fait, il y a très peu de difficultés à partir du moment où tout est pensé et géré, quoi. Mm. Il n'y a rien qui est mis au hasard. Et en fait, Rodrigue avait une très belle phrase, alors ça, je ne sais plus c'était il y a quand, mais il l'a eu en tout cas. Et il m'avait dit, en fait, tu es plus présent que mon préparateur physique de mon club. Ouais, ok. Voilà, donc là, quand si un joueur te dit ça, c'est que tu as gagné, quoi. Parce qu'en fait, il a toutes les informations sur son téléphone ou autre. Et puis, on a un autre deal aussi avec les joueurs, c'est que toutes les 6 semaines, on va dire à peu près, j'y vais, je retourne les voir Ouais. une semaine, 10 jours, checker comment ils vont, mettre des nouvelles routines, expliquer qu'est-ce qu'on va faire les 6 prochaines semaines. Et ça, en fait, ça leur permet de se reprojeter à nouveau. Mm. Parce que s'il y avait que de la distance, à un moment donné, je pense que le contact se perdrait, ou en tout cas la flamme se perdrait. Il y a quelque chose qui partirait, c'est sûr. Mais le fait de revenir toutes les 6 semaines régulièrement, checker, reparler, se reprojeter sur, de dire, tiens, voilà, dans 6 semaines, il faudrait qu'on travaille sur cet axe-là. Dans 6 semaines, on pourra essayer de checker ça. Toi, qu'est-ce que tu veux? Mm. Moi, je vois ça. Toi, tu vois ça. Tu vois, bah, ça avance en fait et on fait de la projection d'objectifs en permanence. C'est intéressant parce que ça te permet, je pense, aussi de doser ta présence, si j'ose dire, en fonction des besoins aussi des athlètes que tu as, non? Je vois comme ça, tu en as certains qui sont peut-être plus demandeurs que d'autres, et là, le fait de ne pas être sur leur dos, si j'ose dire, Bah, c'est ça en fait. En fait, c'est ça le truc, c'est que pour garder ce contact de coaché, Mm. je trouve que ce moyen-là hybride, on va dire, donc cette façon de faire hybride, permet d'entretenir la relation. Mm. Parce que, comme je disais, quand j'ai passé, moi, alors ça reste un exploit, je trouve, avec Kevin, d'être passé 8 ans en NBA, en sachant qu'avant, on a fait 4 ans ensemble à Cholet. C'est une très longue période. Pour moi, le top d'une relation coach-coaché, c'est 3 ans. Mm. C'est-à-dire, pendant 3 ans, je peux reprogrammer tout chez un athlète. Et au bout des 3 ans, on a fait à peu près le tour de ce qui devait être fait. Et après, on va plus retravailler sur des points un peu plus précis, mais le joueur va commencer à comprendre toutes tes méthodes. Toi, tu peux éventuellement anticiper aussi ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas. Et du coup, il y a une petite perte au niveau performance si tu es au quotidien avec lui. Tandis que dans cette relation-là, ça permet d'entretenir l'efficacité de la relation, en fait. Je Mm. trouve, moi. Et l'autre aspect qui est très important, c'est qu'il faut s'imaginer qu'un athlète de haut niveau, il a sa journée où il va à la salle, donc on va dire 4 heures facilement, ça passe à peu près 4 heures, mais il a aussi une vie de famille. Et cette vie de famille-là, elle est très, très importante. Et j'ai pas ma place dans cette vie de famille-là. Donc, ma place, au final, elle est très réduite, moi.
Elle est où ma place maintenant? Parce qu'une journée, ça fait 24 Oui, heures. avec On va 24 heures, parler, on va parler sur 7 heures de travail, quoi, tu ouais, vois. bien sûr. Donc, du coup, cette relation-là qu'on a, en effet, quand je viens, bah oui, on sait que cette semaine-là, Seb est là. Donc, bah, c'est un peu plus Seb cette semaine-là, mais après, il y a 6 semaines où c'est un peu plus vous, la famille. Tu vois, donc il y a cet équilibre qui se crée. Et puis, quand je suis pas Mm. là, et ben, je suis quand même présent en permanence parce qu'ils reçoivent, Ouais, bien sûr, les programmations, ils peuvent m'envoyer leur feedback, ils peuvent m'envoyer les radios, tout ce qu'ils veulent. Et on peut en discuter quand on veut, quoi. super, super. Juste, on se rapproche de la fin. On a certainement, je l'espère, quelques sportifs ou des gens qui voudraient s'investir un peu dans ce coaching ou voire peut-être même carrément dans le monde du sport. Plus dans le coaching sportif, quel conseil, toi, tu donnerais à un jeune là, qui a envie vraiment de se lancer là-dedans? Ça serait quoi, toi, ce que tu retiens de ton expérience? De ne pas fantasmer le milieu. Ah, Euh, vas-y, dis-nous tout. c'est souvent ce que je parle, c'est souvent ce que je constate. C'est-à-dire que quand on commence ce métier de préparateur physique ou de coach, peu importe qu'on soit privé ou qu'on aille dans un club, on idéalise Mm. cette profession. On va se dire, tiens, moi je sors de STAPS, et puis je vais mettre ça en place, je vais mettre ça en place, et puis c'est quand tu apprends à l'école, quoi. Et au final, tu aperçois que ça ne va pas du tout se passer comme ça. Parce que peut-être que le coach ne va pas tout te donner non plus. Mm. Peut-être que tu dois gérer l'ego des joueurs. Tu dois gérer la performance de chaque joueur également. Il y a des joueurs, des fois, qui ne vont pas vouloir s'entraîner avec toi. Des fois, euh, ils vont vouloir trop s'entraîner avec toi. Il faut toujours freiner, en fait. En fait, tu t'aperçois que il faut vraiment, la clé, c'est ça, c'est avoir de l'agilité. Mm. C'est vraiment être capable de s'adapter au public. Parce que, en fait, tiens, souvent on parle justement, quand on parle d'apprentissage, on va t'apprendre tout ce qui est planification. Mm. Et en fait, moi, j'ai constaté très rapidement que la planification n'existe pas dans une saison au final. On sait où on va, bien sûr, on va pas faire n'importe quoi. On a une ligne conductrice, un fil rouge qu'on va suivre, mais c'est impossible de créer une planification puisqu'il y a tellement d'éléments extérieurs qui vont venir perturber tout ça Mm. qu'en fait, qu'il va falloir avoir ses skills, ses compétences pour adapter en permanence, malgré toutes les pressions qu'il peut y avoir en externe, et essayer d'avoir quand même du résultat. Donc c'est un peu ça, c'est de ne pas idéaliser ce monde-là, parce que tout ce qu'on peut imaginer, généralement quand on imagine des choses, ce sont des belles choses, et ça reste des belles Oui, choses. bah, Ça reste génial ce milieu, hein. Je ne dis pas que c'est horrible, sur hein. le papier. Voilà, mais en fait, on s'aperçoit à un moment donné que beaucoup de préparateurs physiques ont de la frustration. Mm. Voilà. Mais moi, ce que je leur dis, et ce que j'essaie de leur faire comprendre, c'est qu'en fait, parce que leur expectation, comme on dit ça en français, je ne sais jamais, leurs attentes, c'est ça, Leurs attentes. c'est ça, ouais. Leurs attentes, en fait, sont trop élevées, tu Ouais. vois. Mm. Et qu'en fait, à un moment donné, il faut juste recentrer le travail sur réellement ce que toi, tu peux réellement apporter. Et là, tu n'aurais pas de frustration. Mais si jamais tu es dans le fantasme de quelque chose, tu vas être frustré. Et c'est souvent ça qui arrive, en fait. Et l'autre chose, moi, ça serait de dire toute la partie technique, elle est importante parce que c'est ce qui fait ta valeur. Mais si tu es à ce niveau-là, c'est que c'est déjà reconnu. On est Voilà, d'accord. c'est que tu maîtrises et bien sûr que tu vas progresser quoi qu'il arrive et que tu vas prendre de l'expérience avec les plus, les moins. Tu vas garder des choses, tu vas enlever des choses, ça, il n'y a pas de problème. Mais l'autre partie qu'on ne travaille jamais assez, et c'est fou, c'est l'humain. C'est ta relation humaine. Parce que c'est la clé. Si tu n'arrives pas à embarquer la personne avec toi, ça ne marchera jamais. Mm. Il faut être capable d'engager. Et qu'est-ce que ça veut dire maintenant engager? Ça veut dire il y a des joueurs, il faut comprendre qu'il faut les laisser tranquilles. Mais par contre, il faut leur donner des challenges. Il y a des joueurs, il faut être avec eux tout le temps, en permanence. Voilà, il faut s'adapter à la personne, comprendre la personne qui est en face de toi. Et ça, je pense que c'est une notion qui fait vraiment la différence. Quand on me dit la différence entre un bon préparateur physique et un autre, je ne dirais jamais que ce sont les compétences Technique. techniques et tout ça, parce que logiquement, on les domine. C'est bah, toi, en fait, tout simplement, toi, ta personne et comment tu vas te connecter avec l'autre. Les fameux soft skills. Voilà. Bravo. Merci parce que c'est mon dada. Donc, tu m'as donné. Merci, en tout cas. Euh, c'est quoi les futurs projets de Seb? Il y en a Euh, il y a des trucs qui arrivent là? ouais, ouais, il y a beaucoup. Il y a beaucoup. C'est avec moi, il y aura toujours des projets. Oui, je m'en doute. Ça, c'est le truc. Des projets que je peux dire et des projets que je peux pas dire. Donc, ça, Alors, ce que c'est tu autre peux chose. dire. Ah, non, mais c'est de continuer en fait dans cette voie-là, d'essayer de toujours, parce que si c'est un métier, tu vois, par rapport à ce que tu disais, il faut toujours se réinventer. Hmm. Tu vois, et moi, je suis dans cette phase-là où je me réinvente quelque part aussi parce que
Bien sûr que je veux toujours continuer à coacher, à manager des athlètes. Maintenant, peut-être d'une manière différente aussi encore, parce que bah, malheureusement ou heureusement, bah, heureusement d'ailleurs, je vieillis. Mais en fait, tu peux plus avoir cette même approche avec la nouvelle génération qui arrive, hein, quelque Mm, part. Il y a des distances qui se créent, même si les contacts se font bien et tout ça. Et puis, il y a de la nouvelle technologie qui arrive également, mm, qu'il faut prendre en considération. Donc là, on parle clairement de tout ce qui est intelligence artificielle, bien sûr. mais d'autres éléments également. Il y a eu les réseaux sociaux qui ont, par exemple, éclaté il y a 10 ans maintenant, un truc comme ça. Bah, ça a changé toute la profession. Et puis, bah, il faut se réinventer par rapport à tout ça. Donc, moi, les projets, quelque part, si je veux rester un peu encore mystérieux, mais c'est de toujours être à l'écoute de ce qui se passe dans le marché pour pouvoir, moi, me réinventer en permanence, ou en tout Mm, cas, pas me réinventer, mais avancer. Et puis, bah, écouter ce qui se fait pour toujours être à la page, quoi. super. Merci, Sébastien. J'ai une dernière question parce que je la pose à tous mes invités dans le podcast. Euh, Quelle est pour toi ta dernière expérience d'apprentissage? Qu'est-ce que tu as appris, toi, récemment et ton retour sur ça? Oh! Oui, je sais, Ah j'adore cette ouais, question parce qu'elle fait cet effet-là à chaque fois. ah ouais, tu vois, on est les rois de l'apprentissage pour les autres. Et quand on nous pose la question, bonne question, excellente question. Euh, Bah écoute, ça va être très bête. Parce que c'est vraiment un challenge que je me suis posé. Tiens, ça va te faire rire, mais c'est un vrai apprentissage. C'est de réintégrer de la lecture dans mon quotidien. C'est très con, hein, ce que je dis. Mais en fait, Ouais, à 22 heures, je dois lire. Voilà. Et bah au départ, super. j'y arrivais pas. J'y arrivais pas et j'ai dû me créer une sorte de routine, tu vois, comme Ouais, ouais, dans ma vie perso cette fois-ci, hein, pour me dire, bah, en fait, maintenant j'y arrive régulièrement. Sur une semaine, j'ai au moins 4 fois, 4 jours, 4 nuits, où j'arrive à me donner ce temps de lecture. super ça. Comment, alors, je rebondis, ça devait être la dernière question, mais comment on réussit à créer une routine? Parce que tu m'as parlé beaucoup de routine, justement, et ça pourrait être intéressant pour les gens qui nous écoutent de voir. On dit généralement qu'il faut 21 jours pour qu'une routine s'installe. Ça, c'est à peu près ce qu'on dit. Comment toi, tu fonctionnes et comment tu as réussi à faire ça? En fait, moi, j'ai créé cette routine de lecture en m'imposant un objectif. C'est-à-dire que je voulais, parce que mes journées sont un peu chargées, je voulais continuer mes entraînements moi perso. Donc, Mhm, un des créneaux qui pouvait m'intéresser, c'était de me lever beaucoup plus tôt pour pouvoir m'entraîner et être libre ensuite dans ma journée, quoi. mhm. Et en fait, ce facteur-là m'a fait dire, bah, si je me lève plus tôt, naturellement, il faut que je me couche plus tôt. Mais on est tous accros à Netflix et compagnie. Et moi, je suis horrible avec Non, ça, hein. S'il y a à une nouvelle peine, à série, peine. je ne vais pas me le cacher. Mais en fait, bah, ça a été de me fixer un objectif qui me parle, qui m'a permis quelque part d'avoir ouais, une force de caractère, parce que, il faut se l'imposer, hein. Tu sais, à un moment donné, il n'y a pas 36 000 trucs, il faut se Mhm, l'imposer, de se dire, bah voilà, moi, cette heure-là, il n'y a plus d'écran, c'est terminé. Et puis, je vais bah, justement mettre mon apprentissage en lecture et tout ça. Et puis, bah, pour bien faire ça, alors, ça n'a jamais été trop mon problème, ça, mais au niveau alimentation, bah, je vais manger assez tôt également. Je vais essayer de manger beaucoup plus léger pour avoir une meilleure digestion et pour entrer dans un sommeil qui rentre petit à petit, un certain mhm. calme et tout ça. Donc, j'essaie vraiment de tout favoriser par rapport à ça et puis organiser toute ma journée pour pas que je me retrouve à faire des choses à 22 heures en train d'écrire, en train de Ouais. penser à tiens, le lendemain et tout ça. Donc, en fait, ce vrai objectif, ce vrai challenge de lecture, ça me fait rire parce que Non, non, mais c'est essentiel et il y a plein j'ai de gens, je l'impression suis que c'est sûr, super qui le simple, mais ressentent. Mais ouais, non, pour moi, c'était super dur. mais tu as des gens qui n'arrivent plus à lire et il en a tellement. Ouais, 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 c'est ça. Et bien, en fait, je me suis recréé tout un environnement autour pour pouvoir m'accorder ça. Et puis après, le dernier facteur, c'est que je me suis dit, il faut au moins que je lise quelque chose qui me fasse plaisir au départ, Ouais, qui essentiel. m'intrigue en fait, qui va. Parce que si tu lis un truc qui t'emmerde, tu vas pas y aller. Donc voilà, ça a été ces éléments-là, quoi. Et tu vois, je vais te donner mon tip parce que j'ai refait à peu près la même chose que toi il n'y a pas si longtemps que ça. Et moi, je me suis formé à la lecture rapide parce que mon souci, moi, c'est pas que je lisais pas, mais que j'arrivais pas à finir les livres. Hmm. Et donc, finalement, j'allais pas au bout de l'histoire, ça me saoulait, machin, etc. Et donc, en lisant plus rapidement, je me suis aperçu que je pouvais plus rapidement lire les livres et les finir. Et donc, ça me prend moins de temps. Donc, chacun son truc, et tu vois, c'est intéressant parce que. Et puis, on lit pas assez, on lit tellement pas assez. Enfin, bref, on va pas refaire le Ouais, débat. carrément. Ouais. Bon.
Merci beaucoup, Sébastien, d'avoir accepté, pardon, cette invitation. On se retrouve très bientôt. Et puis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Au Merci bien, revoir. à plus.